notation. Parce que l'Angola est coté dans la même proportion que nous par l'agence de notation S&P. Vous avez la Côte d'Ivoire qui a émis un eurobond qui atteindra une maturité en 2041 à 1,3 milliard, à un taux de 6,7%. Pourquoi? La Côte d'Ivoire n'a pas notre notation. Elle a une meilleure notation que la nôtre. Et on va vous l'expliquer. Vous avez le Bénin également qui a émis 500 millions. Le Congo-Brazza avant nous qui a émis 670 millions de dollars à un taux de 9,8%. Et l'Angola qui a encore récidivé avec une autre obligation de maturité de 2035 avec les mêmes taux presque. Donc l'Angola a fait depuis le début de l'année des entrées sur le marché. C'est pour cette raison que lorsque vous arrivez à Luanda, c'est tout différent. Parce qu'ils n'attendent pas de vivre en 2050, ils veulent vivre maintenant, transformer les quotidiens de leur population. Et c'est ce dont nous avons décidé de faire pour une croissance soutenable. Alors, l'accès au marché des capitaux internationaux est une étape importante pour notre pays. C'est pour cette raison que nous célébrons cet accès historique. D'abord, les perspectives macroéconomiques solides et vastes potentiels de notre pays. Nous avons un pays, et c'est ce que nous avons présenté aux investisseurs. Nous leur avons dit, n'écoutez pas ce qui est chanté à longueur de journée dans les médias. Jugez-nous par nos performances macroéconomiques. Nous sommes la République démocratique du Congo, premier pays exportateur d'e-cobalt. En 2024, nous avons exporté 220 000 tonnes d'e-cobalt. Et aujourd'hui, le cobalt se vend à plus de 56 000 tonnes, à 56 000 dollars la tonne. Nous sommes le deuxième pays les producteurs du cuivre. Nous venons après les Chili. En 2024, nous avons produit 3,2 millions de tonnes de cuivre. En 2025, nous venons de franchir la barre de 3,4 millions de tonnes de cuivre. Nous avons produit 209 000 tonnes de zinc métal. Nous avons produit plus de 6 millions de barils de pétrole. Nous avons produit environ 28 à 30 kilos d'or. Nous avons produit autant de tonnes de cobalt et de lithium, de manganèse. Donc nous sommes un pays qui a une variété de minerais critiques et stratégiques et un potentiel économique très important. 110 millions d'habitants dont une grande part est constituée de la jeunesse. Une jeunesse déterminée, engagée et résiliente. Nous sommes un pays qui a réalisé durant les 4 dernières années une croissance économique moyenne de 7%. C'est au-dessus de tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Dans les prochaines 5 années à venir, la RDC va réaliser un taux de croissance moyen de 5%. Ne nous jugez pas sur base de ce qui se passe chez nous à l'est du pays. Qui est celui qui n'investit pas à Paris? Parce qu'en Ukraine, il y a la guerre. Nous devons investir. La seule façon de mettre fin à cette guerre, c'est d'investir et de donner à notre population les moyens de survie et de résister et de rester résilients. Nous avons également démontré un nombre de réformes en train de mettre en œuvre. Nous avons expliqué la réforme de la gratuité de l'enseignement menée par le président de la République, les 5 millions de jeunes enfants qui sont rentrés à l'école. Nous avons expliqué comment le président de la République a décidé qu'on ait un PDL 145 territoires financé par les partenaires multilatéraux. Le gros du PDL a été financé par les DTS que nous avons obtenus de nos partenaires multilatéraux. C'est un signal aux investisseurs. Nous avons dit qu'en cours de cette année, nous sommes en train de déployer la réforme de la facture normalisée. La réforme de la facture normalisée va nous donner 200 à 300 millions de dollars de recettes additionnelles cette année. Nous avons expliqué aux partenaires que sur la gestion de la dépense fiscale, la République démocratique du Congo vient de réaliser ce que beaucoup de pays tardent à réaliser. Nous venons de prendre une décision courageuse d'exclure les miniers de la structure de prix en créant une nouvelle structure de prix pour les miniers. Et les miniers, désormais, depuis le dernier semestre de l'année,
ne bénéficient plus des subventions de l'État en matière d'importation et de consommation des produits pétroliers. Et l'année passée, cette réforme nous a ramené plus de 150 millions de dollars de recettes additionnelles. Et cette année, nous tablons sur 250 millions de dollars des recettes que nous allons mobiliser dans ce secteur. Nous venons, avec les partenaires de la Banque mondiale, de décider que tous les agents publics doivent déclarer leurs biens au-delà des politiciens. Tout le monde doit se soumettre à cette déclaration. Nous venons de mettre à jour la loi relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Nous avons institué un tribunal pénal économique spécial à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voulez que la République démocratique du Congo réalise encore? Quelle est la volonté plus grande que celle que le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de démontrer à ce jour? Face à ces évidences, à la force des arguments, à la résilience de la science, les investisseurs n'ont ni d'autre choix que de nous donner et de nous prêter oreille. Ensuite, nous avons fait une émission inaugurale de l'Eurobond qui a un effet important sur l'ensemble de notre économie et nous allons le démontrer. Nous avons assuré une création d'un benchmark pour les coûts d'emprunt des entreprises congolaises. Je peux vous révéler une information que la société, une des sociétés de la place, que je vais taire le nom, une des plus grandes, avec un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars qui opère dans le secteur minier, a souscrit un emprunt auprès des banques locales d'ici pour 500 millions de dollars avec maturité de 5 ans au taux de 12%. Si une entreprise qui a 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires va s'endetter à 12%, vous qui avez les PME, vous allez vous endetter à combien? C'est comme ça que nos populations, les PME, ont du mal à accéder au crédit. Si une entreprise qui a 9 milliards de chiffre d'affaires a un coût de crédit de 12%, et les PME, c'est pourquoi nous avons des taux qui vont de 13 à 16%. Alors comment nous allons accélérer le développement? Pour changer ce gap, il faut aller sur les marchés financiers internationaux. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'État lève à 8,7%, et c'est terminé, les banques vont lever moins qu'à 8,7%. Et lorsque les banques lèvent à ces taux, parce que dans cette opération, je vais vous expliquer même les choix stratégiques que nous avons opérés, pourquoi nous avons choisi une banque locale pour qu'elle soit parmi les banques qui ont structuré l'opération. Parce que nous voulions qu'après, lorsque nous allons encore émettre une deuxième opération, que personne ne continue à aller prendre les crédits à 12% sur le marché ici. Qu'est-ce qui va se passer après cette émission? Donc cette entreprise qui a émis ou souscrit une obligation, un emprunt de 500 millions à 12%, elle ne va plus aller auprès des banques locales. Elle va aller à l'international parce que la RDC a bâti une courbe. Elle va obtenir des ressources sur les marchés financiers internationaux. Les disponibilités qui sont ici vont être livrées pour les PME, les PMI et les banques également. Donc voilà l'effet d'entraînement que nous poursuivons et nous célébrons. C'est de cela qu'il s'agit. La diversification des sources de financement est l'un des points majeurs. Je l'ai expliqué en disant que 95% de notre portefeuille de la dette est en concessionnel et le gouvernement avait décidé d'avoir à un horizon bien déterminé 30% à 35% dans la dette commerciale. Pourquoi? Pour accélérer les développements économiques et sociaux de notre pays. Dans ce pays, il n'y a ni aéroport moderne, ni route d'accès au centre-ville, ni train moderne. Je crois qu'il est temps de faire ce que les autres ont fait. C'est un signal de solidité des banques locales. Parce que, je l'ai expliqué, nous avons eu une implication d'acteurs locaux comme la Robank dans les processus, ce qui va nous aider à avancer. Attraction des capitaux. Le
Le succès de l'émission de rebond agit comme une validation externe des réformes macroéconomiques et cela a été démontré. Depuis l'émission de l'Eurobond, je ne vous dis pas combien d'appels des gestionnaires d'assets, d'entreprises d'assurance, des entreprises de la finance internationale qui ont envoyé des mails pour dire mais non, vous avez laissé sur la table 4 milliards de dollars. Est-ce que nous ne pouvons pas structurer les placements privés maintenant? Vous n'avez pas un métro à Kinshasa, est-ce que nous ne pouvons pas venir sur ces projets? Vous avez un problème de diversification et de transformation de vos minerais critiques dans les Katanga parce qu'il n'y a pas de l'énergie. Est-ce que nous ne pouvons pas venir sur un projet énergétique? Et c'est des mails, des milliers de mails que nous continuons à voir et cela démontre que nous avons réussi notre pari. Alors, présentation du processus de préparation de l'émission inaugurale qui a été réalisée. Parce que d'aucuns ont semblé penser qu'on s'est réveillé le matin. Nous sommes allés sur la place financière internationale pour mobiliser 1 milliard de dollars. C'est un processus rigoureux, complexe et technique. D'abord, le 22 août, le Conseil des ministres a approuvé, après avoir approuvé la stratégie de diversification des sources de financement, le 22, le Conseil a approuvé l'émission des rebonds inaugurales qui devrait aller entre 750 millions et 1,5 milliard. Après, en septembre, nous avons nommé les parties prenantes. Nous avons choisi Rothschild & Co, nous avons choisi White & Case, nous avons pris City London, nous avons pris Standard & Chartered, et après, nous avons exigé que nous ayons un acteur local. Parce que l'objectif de notre émission est les effets d'entraînement qu'il y a dans l'économie. C'est comme ça que nous avons joint à cette équipe, la Robank. Et donc, c'est ce consortium de techniciens qui s'est attelé à nous conseiller pour avancer. À l'interne, nous avons mis en place une équipe d'experts du ministère des Finances, essentiellement. Je vais vous les présenter ici, ceux qui ont travaillé. Moi-même étant un fonctionnaire, chaque fois qu'il y avait du succès, c'est les ministres qui scellent les trônés. Je vais vous présenter les Congolais qui ont travaillé pour nous aider sous ma supervision à aller sur le marché. Et nous avons entamé les périples en octobre. D'abord des entrevues à New York, mais un roadshow à Washington DC, où nous avons rencontré tous les grands que vous connaissez. JP Morgan Chase, BlackRock, Morgan Stanley, Blue Bay, Amundi, Finistère, tous ces grands que vous connaissez de la bourse internationale qui sont cotés à London, qui sont cotés à New York, qui sont cotés en Asie. Après, nous sommes attelés à la rédaction de la documentation juridique et lancer les discussions avec les UNDP, les PNID. Pourquoi? Parce que les rebonds, et je comprends la crainte de beaucoup, lorsque vous les mettez, vous réussissez, c'est déjà un avantage pour les pays. Mais il faut consolider la crédibilité dans l'affectation des ressources. Il faut avoir un système de reporting qui est indépendant. C'est comme ça que nous avons dit, nous n'allons pas gouverner les ressources de l'Eurobond comme nous gouvernons nos propres ressources. Nous voulons avoir un témoin, les PNID, qui va faire les reporting de la gestion des ressources. Et donc, nous allons, pour la transparence, commencer à communiquer à la population. Si les 1,25 milliard que nous avons mobilisés, autant a été affecté à tel projet, autant a été à tel projet, c'est ce que nous allons faire, parce que dans une année, nous allons recevoir les investisseurs dans le cadre de la transparence, qu'ils viennent voir exactement ce que la République démocratique du Congo est en train de faire. À la suite de cette forte transparence, nous sommes convaincus que ce pays ne sera pas le même qu'il est aujourd'hui. Nous avons tenu les premiers ateliers pour l'identification des projets prioritaires et échanger avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Nous avons eu des longues discussions pour convaincre nos partenaires que nous sommes prêts. Et les mécanismes de gouvernance, de transparence vont être développés pour
gouverner ses ressources. Et après, nous avons organisé un deuxième roadshow auprès de plus de 40 investisseurs à London. Nous avons été ensemble avec tous les grands investisseurs qui étaient là pour parler, présenter les performances macroéconomiques du pays, les réformes que nous avons implémentées, les atouts et les potentiels de la République démocratique du Congo. Et puis après, il y a eu des ateliers pour la validation des documents juridiques et des séances de due diligence. Les cabinets juridiques ont été délégués ici pour venir investiguer sur toutes les affaires qui sont citées. Et c'est ici les lieux d'interpeller les hommes et femmes de la presse. Nous avons été bités devant des partenaires qui vous posent les questions sur toutes les questions que vous connaissez. Les procès qui ont eu lieu, les affaires clôturées, les soupçons de telle corruption. Toutes les questions ont été posées et vous devez apporter avec des pièces pour dire telle procédure a été instruite, clôturée par les parquets. Tel a été jugé, condamné et en prison. Tel a été, c'était juste des rumeurs. Il y a encore des instructions. Il faut montrer une transparence pour que les investisseurs qui écoutent, qui entendent tout ce que vous dites, puissent se rassurer que la République démocratique du Congo prend des mesures sur les différentes dérives qui sont en train d'être décriées. Certaines vraies, d'autres fausses. Et donc, c'est ici l'occasion de dire, il est important désormais, comme nous sommes cotés désormais, suivis, de vous rassurer que les informations que vous publiez, hommes et femmes de presse, soient vérifiables, pour que votre pays ne soit pas sali inutilement, que nous arrivions à commencer à expliquer des choses qui ne sont que des rumeurs. Après, nous sommes attelés à obtenir, avant toute chose, l'avis juridique du Conseil d'État. Pourquoi l'avis juridique du Conseil d'État? Il y a un débat que peut-être d'autres pourront suivre la semaine qui viendra, ou ceux qui n'ont pas été contents que d'autres réussissent à leur place vont essayer de ramener sur la place publique en tentant d'expliquer que l'article 15 de la loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques interdit à l'État d'aller s'endetter auprès des banques en ignorant les autres dispositions légales de la République démocratique du Congo. Personnellement, moi j'ai fait la mécanique générale. Je suis un diplômé en mécanique générale. Et lorsque j'ai terminé, je suis allé à la Polytechnique, à Lubumbashi. Mais je n'ai pas réussi à terminer les études comme ingénieur. Et donc, je ne vais pas me permettre de challenger un ingénieur civil congolais qui m'explique la résistance des matériaux, d'un pont, de ceci. Et puis, je commence à faire des débats avec lui. C'est indécent. Il y a des gens qui ont passé 3 années au ministère des Finances et qui croient avoir appris tout dans un cabinet ministériel. Dans un cabinet ministériel, on n'apprend pas. On apprend dans l'administration. C'est comme ça que beaucoup, quand ils lisent une loi, ils se calent sur cette loi-là. Ils oublient qu'il y a un ordonnancement juridique complet en République démocratique du Congo. Devinez, au-delà de la loi relative aux finances publiques, en République démocratique du Congo, il y a une loi spéciale sur l'endettement public. C'est l'ordonnance loi numéro 23/021 qui existe, qui a été prise en 2023, qui donne au gouvernement le pouvoir d'aller émettre sur les marchés internationaux des titres publics. Et donc, les gens qui lisent que la loi relative aux finances publiques de 2011 ont oublié qu'il existe une loi prise par le président de la République, entérinée par le Parlement, en 2023. Principe de spécialité des lois, des postérités d'actes juridiques, ça impose que l'on lise les nouvelles dispositions qui ont été entérinées. C'est comme ça que ce débat, les gens viendront, l'article 15, d'autres ont proposé même des réformes, oubliant que le législateur lui-même a déjà réalisé les réformes dans une autre loi.
pour ceux qui y ont été à la faculté des droits, moi je n'ai jamais eu la chance d'y être, sinon c'était aussi l'un de mes rêves. La hiérarchie des normes impose à ce que la loi et les ordonnances loi ont la même valeur juridique. Il ne s'agit pas des ordonnances présidentielles qui ont une valeur juridique inférieure aux lois et ordonnances loi. Donc, c'est ces précisions qui ont été sollicitées. Deuxième chose, il y avait un débat et deux écoles. Une école qui disait l'article 108 de la loi relative aux finances publiques estime que, parce que l'article 108 précise que tous les engagements financiers de l'État sont conclus par les ministres des Finances et ne peuvent être valides que si une loi les approuve. Donc il s'agit là de l'approbation et de la ratification. Et une autre école qui dit, attention, les titres publics, lorsque la loi est votée, la loi des finances de l'année est votée, dans la loi des finances, on donne déjà les plafonds d'endettement des bons du Trésor. Je crois dans la loi ici, c'était l'article 77 sur les annexes. Mais également les plafonds d'endettement. Donc, dès lors que vous voulez émettre un titre qui est inférieur au plafond qui vous a été donné par les législateurs, vous n'êtes plus obligé d'aller solliciter l'approbation des législateurs dans la norme où il s'agit des titres publics qui sont différents des emprunts ordinaires qui ont des impacts sur la fiscalité qui est établie par la loi. Et c'est autour de ces discussions que le gouvernement a décidé d'interroger les conseils d'État pour dire, écoutez, nous, notre rôle au gouvernement, c'est d'exécuter et d'appliquer les lois. Le rôle du Parlement, c'est de voter les lois. Celui des cours et tribunaux, en l'occurrence les conseils d'État, c'est d'interpréter la loi et la Cour constitutionnelle qui interprète les dispositions de la Constitution. Et nous avons interrogé le Conseil d'État sur la régularité juridique de l'opération que nous voulons émettre sur les marchés. Et nous avons un avis du Conseil d'État qui nous a été imposé même par nos partenaires qui ont dit « Vous n'allez pas sur le marché si vous ne produisez pas un avis juridique de votre pays, des cours et tribunaux qui confirment que cette opération est régulière. » Nous l'avons. C'est cela qui nous a permis de convaincre nos convictions des techniciens et de continuer avec la procédure parce qu'il n'appartient ni au gouvernement ni au Parlement d'interpréter la loi de la République démocratique du Congo. Respect de la Constitution et séparation des pouvoirs évoqués par Montesquieu doit primer avant toute autre considération. Ce n'est qu'après cet avis que nous avons annoncé des derniers roadshows à Paris avec les investisseurs. Au total, nous avons réalisé 3 roadshows avec des entrevues qui ont précédé ces roadshows. Pourquoi également nous avons choisi de mettre en ce moment? Pour nous, c'était un défi. Il fallait vérifier que le monde de la finance internationale est conscient des réformes que nous avons implémentées et de ce que le président de la République a réalisé depuis 2019. Et que les contextes au Moyen-Orient, également au Proche-Orient, imposent des taux qui sont élevés en termes de primes supplémentaires. Et nous avons attendu les bons moments avec nos conseillers pour nous décider d'aller. Quelles sont les caractéristiques de l'eurobond de la RDC qui a été un succès total le 9 avril 2026? Le montant total, c'est 1,25 milliard, dont j'ai dit que nous ne célébrons pas. Nous célébrons les externalités de l'année passée avec les concours de nos partenaires multilatéraux. La Banque mondiale nous a apporté un appui budgétaire de 600 millions de dollars sur 40 ans. Le Fonds monétaire international nous a également apporté des appuis de l'ordre de 400 millions de dollars répartis en appui budgétaire et soutien à la balance des paiements. Et donc, ce n'est pas les milliards qui nous surprennent, parce que nous l'avons déjà eu l'année passée. Et nous l'avons mobilisé. Qu'est-ce que nous célébrons?
Nous célébrons la reconnaissance du travail acharné de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un travail non terni de la République démocratique du Congo. Ce pays peint toujours à l'extérieur comme un havre de guerre à l'est de notre pays. Ce pays dont, lorsqu'on l'évoque, on pense à ces milliers de femmes qui sont violées. On pense à ces enfants qui sont amputés des bras. On pense toujours à ces pillages de nos ressources premières orchestrés par un pays voisin. C'est ces pays dont l'on présente toujours, celui dont la corruption est parfois présentée comme une gangrène, en ignorant les efforts inlassables qui ont été fournis depuis 2019. C'est dont nous célébrons, c'est la reconnaissance que les risques crédits de la RDC s'est amélioré dans le sens d'attirer les investisseurs et que les différentes réformes qui ont été implémentées depuis 2019, consolidées et accélérées par le gouvernement qui est entré en fonction depuis juin 2024, sont reconnues par le monde de la finance internationale. Nous célébrons cela. Pourquoi? Parce que nous venons de bâtir et de construire une courbe de taux pour notre économie. Avant les rebonds ne sera pas après les rebonds en termes de coûts de crédit pour l'État lui-même. Et je vais vous en parler au cours de cette conférence de presse. Et donc à l'entrée de cette séance, je voudrais rendre mes hommages les plus vibrants à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a crié dans les génies congolais, parce que cette eurobond a été réalisée par des jeunes de l'administration de finances. Ils ne sont pas au nombre des 3 qui ont mené l'opération, accompagnés de leurs autres collègues qui sont ici et que nous allons présenter. L'eurobond n'est pas un endettement simple où vous pouvez vous réveiller un matin, aller échanger avec BlackRock, aller parler avec Morgan Stanley, avec JP Morgan Chase et obtenir sur la table 5 milliards de dollars. Beaucoup de gouvernements avant nous l'ont essayé. Pour ceux qui sont de ces ministères comme nous nous rappelons de l'époque du cabinet Lazare. Un ministre des Finances l'a osé, il ne l'a pas réussi. Il s'est arrêté en cours de chemin. Pourquoi? Parce que les rebonds exigent une forte transparence et une grande crédibilité de l'action politique et économique du pays. Je me souviens encore qu'un simple test a été demandé par nos partenaires du Fonds monétaire international à l'époque. C'était celui de la publication des contrats miniers qui ont été signés, je crois, avec des entités publiques. Les gouvernements de l'époque avaient refusé de publier ces contrats. Et c'est pour cette raison que le Fonds monétaire international avait refusé de signer un programme formel pour manque de transparence et de crédibilité. Et donc, tous ces programmes que nous signons et nous mettons en œuvre avec les FMI, ne les prenez pas comme des acquis. C'est des fruits d'une grande transparence économique. C'est les fruits d'une volonté délibérée du chef de l'État de mettre ces pays sur l'orbite du développement. Et donc nous célébrons quoi? Nous célébrons que les promesses qui ont été données aux populations, certaines ont été réalisées, d'autres pas encore. Pourquoi? Parce que les capitaux à mobiliser arrivaient à manquer. Parce que les pays n'arrivaient pas à tirer des capitaux. Et c'est cela que nous célébrons, parce que désormais, lorsque nous allons nous réveiller le matin, nous allons nous interroger de savoir, et la mobilité urbaine de la ville de Kinshasa, pourquoi devrions-nous arriver à Abidjan et monter un métro, et à Kinshasa, il n'y en a pas? Pourquoi devrions-nous aller à Dakar et prendre un métro? Kinshasa, les pays de Lumumba ne l'a pas. Pourquoi devrions-nous arriver à Cape Town et faire la même chose, et ici, chez nous, nous ne l'avons pas? Combien de temps cette population devrait rester attentiste? Et le président de la République a décidé que c'est trop, c'est trop. Ce qu'il a pu réaliser n'est pas assez et qu'il a décidé d'accélérer l'élan de la croissance, mais également du développement social et économique de notre pays. C'est cela dont nous célébrons aujourd'hui, pas les milliards 200 que nous avons déjà eu à avoir.
Alors, ce matin, nous allons faire une brève présentation pour qu'elle soit pédagogique, pour que ceux qui ont beaucoup de questions arrivent à trouver certaines réponses. Je vais demander aux équipes techniques de nous conduire dans cette présentation. La première émission inaugurale de l'Eurobond, nous l'avons intitulée Mbote, comme je l'ai dit, et nous allons la présenter ici en quelques slides, je crois 11. D'aucuns s'interrogent, qu'est-ce qu'est l'Eurobond? Et la réponse elle est simple. Un Eurobond est une obligation de dette libellée en devises étrangères qui est émise sur les marchés de capitaux internationaux. Pour émettre cet Eurobond, il est question de remplir un certain nombre de critères. Mais également, l'Eurobond lui-même a un certain nombre de spécifications. Vous avez la devise et toutes les conditions qui sont réunies là-dessus. J'espère que ceux qui sont dans la salle sont en train de lire, parce que moi-même j'ai des difficultés de lire. Sinon, je peux demander une présentation physique pour me permettre d'avancer vite. Merci. Alors, comme je le disais, c'est un titre de la dette à taux fixe. Et nous allons expliquer pourquoi nous choisissons dans notre portefeuille de la dette, les dettes à taux fixe. La devise qui a été émise, elle pourrait être dollar américain ou euro, et pour les cas d'espèce, c'est en ISD que nous avons émis notre obligation. Les montants minimums devraient être de 500 millions de dollars. La maturité court entre 5 ans et 30 ans. Les remboursements avec des possibilités d'étaler sur 3 années. Les taux d'intérêt varient en fonction des crédits de notation souveraine de chaque pays. Et nous, notre pays, la République démocratique du Congo, nous sommes notés B- avec Standard & Poor's. Cette note a été renforcée en janvier. Nous allons le rappeler ici à la suite de plusieurs réformes que nous avons consolidées depuis juillet et juin 2024. Quels sont les avantages que procure l'Eurobond? C'est d'abord la diversification des sources de financement. Notre portefeuille de la dette est composé à 95% de dettes concessionnelles, à taux concessionnel que nous avons avec nos partenaires multilatéraux. Et que nous avons décidé au niveau du gouvernement pour accélérer le développement social et économique de notre pays, de diversifier les sources de financement de notre déficit en faisant en sorte qu'une stratégie soit adoptée. Cette stratégie a été adoptée par le gouvernement et approuvée. Elle consiste à lisser la part des dettes commerciales pour l'allonger vers 30% à l'horizon 2028-29. L'avantage de l'Eurobond, c'est qu'il permet d'accéder dans un temps court, 6 mois après discipline et rigueur, à des volumes importants de ressources. Et nous allons vous expliquer parce que l'Angola, des semaines avant nous, avait émis des Eurobonds de l'ordre de 2,5 milliards de dollars. La mobilisation étant immédiate, cela permet, lorsque vous avez déjà des études de faisabilité et des projets bien précis, de les déployer aux intérêts privés. C'est notamment lorsque un État réussit l'Eurobond, il donne la visibilité de son pays et les investisseurs commencent à entrevoir une courbe de taux qui se dessine et les entreprises privées qui sont dans le pays peuvent aussi aller mobiliser les ressources sur ces mêmes marchés parce que le risque crédit du pays est bien identifié et bien noté par les investisseurs. Nous pouvons passer à la suite pour dire que l'Eurobond n'est pas une invention de la République démocratique du Congo ou notre exclusivité. Comme vous regardez sur la table la présentation, vous verrez qu'il y a des pays qui ont des eurobonds cumulés de plus de 20 milliards de dollars américains. Et parmi ces pays, vous avez, je dirais, les deux premières
les deux plus grandes économies de l'Afrique en dehors du Nigeria. Vous avez l'Afrique du Sud que vous voyez, que tous nous admirons. Lorsque nous arrivons à OR Tambo, nous sommes impressionnés par l'aéroport. Lorsque nous allons à Johannesburg, à Cape Town, à Pretoria, vous voyez la qualité de route et vous adorez. Et vous comprenez que ces pays ont des eurobonds cumulés qui dépassent les 20 milliards de dollars. Vous avez l'Égypte. Et pour ceux qui viennent de faire un tour récemment au Caire, ils ont pu constater une nouvelle capitale qui est en train de sortir des terres. C'est formidable et magique. Et c'est ce que nos populations veulent. C'est les pays qui ont plus de rebonds sur le marché en Afrique. Vous avez la deuxième catégorie, c'est les pays qui ont des rebonds de 5 à 20 milliards de dollars. Et parmi ces pays, vous avez l'Angola, notre voisin, vous avez la Zambie, vous avez le Nigeria, vous avez le Kenya à l'est, vous avez le Bénin, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Maroc au-dessus. Et tous ces pays ont des eurobonds qui dépassent les 1,2 milliard que nous venons de réaliser maintenant. Parce que nous étions, nous, en retard. Pourquoi? Parce qu'il faut renforcer la stabilité du cadre macroéconomique, condition sine qua non pour attirer les investisseurs. Il faut renforcer la transparence, la crédibilité. Il faut implémenter un certain nombre de réformes. Il faut améliorer votre notation souveraine. Et c'est ce dont le gouvernement, conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, s'est attelé à faire depuis juin 2024 en silence. Et vous avez la dernière catégorie, c'est les pays qui ont moins de 5 milliards de dollars, qui sont les nôtres, dont fait partie, dans ces groupes-là, dont fait partie la République démocratique du Congo. Et pourtant, nous avons plus de potentiel que la plupart de ces pays. Nous avons beaucoup d'atouts économiquement, mais également lorsque vous regardez l'énergie de notre jeunesse, c'est tout ce que nous avons besoin pour transformer notre économie. À droite, vous verrez qu'il y a des émissions de rebonds récentes des pays africains. Je le disais, l'Angola venait de mettre des eurobonds de 2,5 milliards 2 semaines avant nous, à un taux de 9,37%, je dis bien 9,37%, et 9,8%. À partir de la Zambie à la ceinture du cuivre de la RDC pour apporter de l'énergie. Les études démontrent qu'avec 1 gigawatt d'énergie, nous pouvons doubler les niveaux de la production actuelle de nos mines. Et aussi, les Congolais se posent la question, pourquoi nous affichons les taux de croissance importants, mais la pauvreté continue à gangréner notre population? Mais c'est parce que l'une des raisons, c'est le manque d'infrastructures, infrastructures énergétiques, infrastructures de transport. Sur l'énergie, tous nos minéraux critiques sont exportés après une légère transformation. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la création des chaînes de valeur, une transformation, une production locale de biens de consommation que nos minéraux contribuent à la fabrication. Nous devons être en mesure demain de fabriquer des batteries ici. Ça veut dire, lorsque nous allons fabriquer des batteries, une tonne de cobalt qui a 55 000 dollars peut vous créer des batteries que vous pouvez vendre à 500 000 dollars. Vous pouvez multiplier par 10. Et regardez, il y aura de la création des emplois. Il y aura des revenus qui vont être distribués. Il y aura également des impôts qui vont être collectés, qui vont servir à financer les projets d'agriculture, les projets d'infrastructure. Donc vous avez vu, votre gouvernement n'est pas allé, comme certains sont en train de les penser, sur le marché, en allant prendre d'abord l'argent et puis on verra les restes après. Non. Nous avons constitué une batterie de projets qui sont en cours et ces projets sont rentables. L'énergie ne va pas se distribuer à 0 franc. L'énergie va se vendre. Et d'ailleurs, je vous informe que sur la ligne haute tension, les coûts d'essence
que nous avons ici est inférieur que beaucoup de pays qui nous entourent. D'ailleurs, nous envisageons des réformes là-dessus, sur la haute tension, mais pas sur nos populations qui, elles, bénéficient de l'ancrage idéologique du président Félix Tshisekedi, qui est un homme de gauche, qui privilégie toujours l'intérêt de la masse laborieuse. Alors, comparons les taux obtenus par rapport à d'autres pays. Je vous l'ai dit, comme vous pouvez le constater, la Côte d'Ivoire, dans sa dernière émission, a eu 6,8%, 6,87%. Mais pourquoi? Vous regardez en bas, la Côte d'Ivoire est cotée BB chez S&P. Les Kenyans, et c'est cela notre grande surprise, ce qui surprend même les marchés, les Kenyans est coté B. L'Angola est coté B-. La République démocratique du Congo est cotée B-. Si vous regardez sur les 5 ans, nous avons émis à 8,75%, alors que l'Angola a émis à 8,61%, alors que nous sommes cotés de la même manière. Mais nous venons pour la première fois. L'Angola est connu. L'Angola est un habitué de marché. Nous, c'est de nouveaux élèves qui arrivent. Et les gens sont encore en train de penser si tout ce que le ministre des Finances a dit va être garanti à long terme. Mais l'Angola, c'est au-delà des personnes qui représentent l'Angola. Donc, c'est un habitué de marché. Mais aussi, l'autre raison, c'est l'Angola émet pendant que les prix du baril du pétrole est au-dessus des $100 en profitant de la crise. Si nos frères de l'Angola émettent ce matin, ils vont émettre plus supérieur que nous. Parce qu'aujourd'hui, la situation est en train de s'améliorer. Donc, si la situation encore se détériore davantage, l'Angola a beaucoup plus d'avantages de mettre à de meilleures conditions. Mais si la paix revient, nous allons émettre à de meilleures conditions que nos voisins de l'Angola, parce que le pétrole ne va pas constituer des risques. Le Sénégal a émis à 19%. J'espère que vous avez vu, 19%. Le Gabon à 11%. Et s'il faut nous comparer, nous allons nous comparer au Cameroun qui a émis à 9,8%. Alors, regardez les plus importants. C'est la vision des investisseurs sur les longs termes de la RDC. Merci. C'est la vision des investisseurs sur les longs termes. Parce que la première présentation au-dessus, c'est sur la maturité de 5 ans, à moyen terme. Maintenant, à long terme, comment les investisseurs perçoivent les risques crédits RDC à long terme? Les investisseurs répondent en disant ceci. La RDC est mieux située dans les 10 ans que l'Angola. 9,50 sur les 10 ans, alors que l'Angola est à 9,73. Avec la même notation. Si nous améliorons la notation avec les réformes que nous sommes en train de mener, et donc nous allons être plus proches. Mais regardez, nous émettons à 9,95 à long terme, alors que le Kenya est à 9,93. Une différence de 16 points. Alors qu'ils sont mieux cotés que nous. Ils sont des habitués du marché. Si nous étions dans des conditions de paix dans le Moyen-Orient, nous aurions émis avec la note B- aux mêmes conditions que les Kenyans. C'est extraordinaire. C'est le travail réalisé par le président de la République depuis 2019, consolidé par le gouvernement qui entre en fonction en juin, et la présentation que votre gouvernement a fait durant tous les roadshows. Parce que nous disions, jugez-nous en fonction de nos performances macroéconomiques. Ne nous jugez pas en fonction de ce qui se raconte à la télé. L'émission de cet eurobond aura un impact limité sur la dette publique. Là encore, j'espère qu'on peut
présenter les slides suivants. Il y a un débat et vous pouvez regarder pour comprendre ce que ça représente et pour comprendre notre joie. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas 1 milliard de dollars pour un pays qui a besoin de 100 milliards de dollars que nous célébrons ici. Nous avons, nous, besoin de 100 milliards de dollars, pas d'1 milliard de dollars. Notre endettement avant les rebonds était à 18,1%. Après les rebonds, notre endettement devient à 19,5%. Alors, qu'est-ce qui a changé finalement? Donc, mais regardez maintenant à la suite. Regardez la Tanzanie. Les niveaux de l'endettement. PIB, la dette sur les PIB. 48%. Le Bénin, 50%. La Côte d'Ivoire, 55%. Le Kenya, 58%. L'Angola, 62%. La Namibie, 63%. Le Sénégal, nous ne les cotons pas ici, nos frères. Ils ont décidé à un moment de leur histoire d'accélérer les développements. Et quand vous arrivez à Dakar, vous enviez Dakar. La nouvelle ville qui est là-bas, vous l'enviez. Quand vous arrivez à Abidjan, vous enviez. Quand vous arrivez à Luanda, c'est la même chose. Alors, et donc, dans la stratégie qui a été approuvée par le gouvernement, nous avons décidé d'accélérer, pas l'endettement, non, d'accélérer les niveaux de la diversification des ressources. Et donc, nous avons une grande marge. Si nous pouvons porter notre ratio de l'endettement de 19 ou de 20 à 25, 25 seulement. Donc, nous serons toujours en dessous de tous les pays de l'Afrique subsaharienne qui nous entourent ici. Et imaginez ce que ces ratios de 5 points pourraient apporter en termes de mobilisation des capitaux sur le marché et en termes de création d'externalités positives qui peuvent entraîner une croissance économique inclusive, durable, pro-pauvre, pouvant permettre à faire sortir des millions de Congolais qui vivent encore dans la précarité, alors que leur pays est les champions du cobalt, les champions du cuivre, les champions du lithium et de tout ce que vous voulez. Voilà ce dont nous célébrons, cette perspective que nous donnons à notre jeunesse, à l'avenir de ces pays, en disant, désormais, un gouvernement, le nôtre ou un autre, pourrait se décider de dire, écoutez, Kinshasa doit avoir un métro, nous ne voulons plus voir les 207, nous ne voulons plus ceci, ça coûte combien? 1 milliard 800 dollars. Et quel est le modèle économique? On décide du modèle économique. Monsieur le ministre des Finances, qui sera là, aller sur le marché, mobiliser 1 milliard 800. Nous avons besoin d'avoir un métro Kinshasa. Nous avons besoin de ne plus voir les 207 ici en ville. Mais ces compatriotes qui ont leurs véhicules, le gouvernement doit leur donner une alternative. Il ne suffit pas de se réveiller un matin et de dire nous ne voulons plus voir ceci ou cela. Il faut venir avec des alternatives. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, je termine la présentation de ce jour que j'ai voulu pédagogique pour permettre à ce que les esprits s'apaisent, que vous compreniez que les Congolais, nous devons éviter que tout ce qui n'est pas fait par nous soit être considéré comme mauvais. Et que si M. Jean-Marie Kassamba fait quelque chose, ou Mme Odia, que cela soit considéré comme la meilleure des choses, et que si c'est quelqu'un d'autre, c'est mauvais. Donc ce qui a été réalisé n'est pas un fait du hasard, c'est une stratégie construite, approuvée, d'étapes, calibrée, technique, complexe, pour faire entrer la République démocratique du Congo, les pays de Lumumba, sur les marchés financiers internationaux et construire une courbe de taux, créer des externalités positives sur les secteurs économiques, permettre aux entreprises qui opèrent ici, qui veulent développer leur chaîne de valeur, qui veulent ajouter de l'énergie pour produire autant de minéraux, d'aller sur le marché des capitaux internationaux, de mobiliser les ressources, de créer des emplois et de distribuer des revenus. C'est ce dont nous sommes fiers d'avoir réalisé avec mon équipe. Donc je vais, pour reconnaître les hommes et femmes qui ont travaillé ensemble avec moi jour et nuit dans cette opération,
Je vais demander à John Poulecha, c'est le premier, mon conseiller en charge de la dette et de la notation souveraine. C'est avec lui que nous avons travaillé depuis juin et nous avons obtenu des S&P, les renforcements de notre note souveraine, des B- avec perspective stable à B- avec perspective positive, ce qui est reflété par les résultats que nous avons réalisés. Un fonctionnaire du ministère des Finances, un ancien de la Citibank qui a plus de 10 ans au ministère des Finances. Alors, Madame Olga Kadima, je vais vous prier de vous lever. C'est ma conseillère en charge de la coopération multilatérale et bilatérale. C'est elle qui s'occupe de nos relations avec les FMI, la Banque mondiale. Quand nous allons à Washington, c'est elle qui gère tout l'agenda et qui nous gère comme des enfants. Une ancienne de la Banque mondiale qui a passé toute sa carrière là-bas, qui a décidé de travailler pour son pays, la République démocratique du Congo. Merci. Vous avez M. Émile Osumba qui est là. C'est lui l'actuel DG du Fonds d'investissement stratégique de la République démocratique du Congo, mon conseiller en charge de la structuration financière, un ancien de JP Morgan qui a décidé de travailler pour son pays. Après les trois qui ont été au lead, il y a d'autres qui ont travaillé, que je vais présenter pour ne pas les frustrer. Les conseillers juridiques, M. Trésor, professeur Trésor Gauthier, est-ce qu'il est dans la salle? Voilà. Un fonctionnaire du ministère des Finances, depuis plus de 15 ans, au secrétaire général des Finances, qui a travaillé à l'OCDE, qui est un professeur de droit. Merci, prof. C'est lui qui s'est occupé de l'agencement avec nos partenaires et nos conseillers juridiques pour être en conformité avec les marchés. Vous avez M. Kabamba Clavin, il est là. C'est lui qui est le conseiller coordonnateur en charge des projets et programmes financés par le gouvernement, inspecteur des finances, cadre du ministère des Finances depuis 2012. C'est lui qui sont créés par cette réussite. Nous avons de manière exceptionnelle mobilisé 120 types de divers investisseurs, les banques, les asset management, les fonds de pension, américains, londoniens, mais également de l'Asie. Avec la grande surprise que la République démocratique du Congo, qui ne cherchait qu'$1 milliard, s'est vu offert 5 milliards 200 millions de dollars américains. Et même nos conseillers n'arrivaient pas à réaliser que la République démocratique du Congo, ce pays qui est décrit comme simplement celui où il y a la guerre à l'Est, peut être en mesure d'attirer autant d'investisseurs. Pour ceux qui n'étaient pas dans cette salle, il y avait de l'émotion pour tous ces jeunes Congolais qui étaient là pour dire « Nous avons fait notre part à l'histoire de faire sa part. Nous avons mis notre pays sur la trajectoire du développement. Et le reste ne nous concerne pas. Nous avons créé un précédent pour que ces pays ne soient plus les mêmes. Que le président de la République qui a eu des promesses, qui a réalisé certaines, puisse réaliser le reste de ces promesses. Et que ces peuples reconnaissent à lui comme celui qui est venu rebâtir l'honneur, la dignité et la fierté de ces peuples, comme l'ont voulu Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Voilà, pour nous, c'était un devoir des patriotes, de manquer de sommeil, de traverser les océans pour qu'on arrive là. Mais le tout n'est pas terminé, parce qu'après, ensemble, nous devons nous assurer que les ressources qui ont été mobilisées doivent servir à l'intérêt de nos populations, doivent répondre à l'objectif pour lequel nous sommes allés sur les marchés financiers internationaux. Et je crois que c'est le souci de la plupart et l'hésitation de la plupart des Congolais qui disent est-ce qu'ils vont, pour une fois, faire les choses de la meilleure des manières. Et oui, les dispositions sont prises pour que les peuples puissent voir en nature ce que ce résultat a pu apporter. Nous avons structuré notre opération en deux tranches de maturité de 2032 et de 2037. 600 millions de dollars pour 5 ans et 650 millions de dollars sur 10 ans, avec des échanges de remboursement
pour la première tranche de 600 millions de dollars qui commenceront pour le principal en avril 2030, en avril 2031 et en avril 2032. Pour la deuxième tranche, en avril 2035, en avril 2036 et en avril 2037. Les taux d'intérêt exceptionnels. Lorsque nous avons lancé l'appel, tout le monde nous disait que la République démocratique du Congo va émettre un eurobond à 13%. Et c'était cela la crainte de nos partenaires du Fonds monétaire international qui disaient « Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller émettre un eurobond à 13%. » Et devant les autorités, que si on m'offre un eurobond de 10%, je ne les prendrai pas. Et pour ceux qui étaient avec moi à Londres, j'ai été sondé par les investisseurs qui ont dit non, on prend 10%. Je leur ai dit non. On ne défie pas les Congolais. Nous savons ce que nous valons. Nous ne valons pas ce que les médias sont en train de dire. Nous valons plus que cela. Et lorsque nous avons ouvert l'opération, nos conseillers nous disaient non, il faut commencer avec 11% et demi et 9% et demi pour 5 ans, 9,5 pour 5 ans et 11 points quelque chose pour 10 ans. Nous avons dit non. Nous commençons avec 10 et 9. Et nous voyons le nombre de personnes qui vont venir. Après, nous allons resserrer les prix. Comme je vous ai dit, c'est un exercice technique. Et après, nous avions réussi 5,3 milliards d'offres. Et lorsque nous avons réussi 5,3 milliards d'offres, nous nous sommes imposés. J'ai dit non, nous basculons. Je renonce, je ne prends pas les 10, je mets les 5, les 9,5. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, je suis désolé. Nous avons mieux que beaucoup de pays que vous prêtez des ressources ici. Nous avons mis en place des mécanismes de transparence que beaucoup de pays n'ont pas mis. Et nous venons pour la première fois, nous avons un objectif, celui de construire une courbe de taux. Nous voulons avoir un taux de 9,5 sur 10 ans et au minimum 8,7 sur 5 ans. À la grande surprise, lorsque nous avons adjugé, avant d'adjuger l'opération, nous n'avons vu que 300 millions de dollars qui se sont retirés. Et nous sommes restés avec 5 milliards de dollars d'investisseurs qui voulaient prendre et souscrire à 9,5 et à 8,7. 5 milliards de dollars américains. Ce qui dit, si nous avions des projets de 5 milliards de dollars et des études de faisabilité, des études économiques de rentabilité, donc nous allions ramener 5 milliards de dollars. Mais nous avons dit non, nous n'avons pas des projets avec des études de faisabilité de 5 milliards de dollars. Donc nous n'allons pas prendre ces risques. Nous prenons 1,250 milliard. Et c'est ce que nous avons opéré ce jour-là, en déclarant que nous avons adjugé. Et après, nous nous sommes donnés à l'exercice parce que les plus grands du monde étaient intéressés. Nous avons eu certains qui ont offert 300 millions de dollars sur 5 ans, 200 millions sur 10 ans. Nous avons été obligés de leur donner. À celui qui proposait 300, on a donné 40. À celui qui proposait 200, on a donné 30. Parce que l'intérêt pour nous, c'était d'avoir beaucoup d'investisseurs ici en République démocratique du Congo sur cette opération. Nous avons refusé de donner aux 10 plus grands. Nous leur avons dit, oui, vous aurez votre proportion des 10 plus grands, mais les autres aussi, on les part à jouer dans cette opération qui n'est qu'un début, parce que l'année prochaine, d'autres opérations vont suivre sur des projets encore bien spécifiques. Utilisation des fonds d'écaissement possible immédiatement. Donc déjà au courant de la semaine prochaine, avant qu'on soit les week-ends, il y aura 1,2 milliard en République démocratique du Congo à notre disposition et nous allons dire à notre peuple ce que nous allons faire avec ces ressources. La structuration de l'opération Beauté a mis un accent sur la transparence de la gouvernance et l'utilisation des fonds. Nous avons signé une convention de compte avec la Banque centrale du Congo permettant la création d'un compte réserve dédié, non engagé, représentant 6 mois de service de la dette. Parce que cela a été aussi la crainte de nos partenaires. Nous venions pour la première fois, ils voulaient voir si nous nous engageons. Donc nous avons créé un compte qui va servir au remboursement des coupons de la dette que nous avons contractée.
Ces comptes réserves, comme je l'ai dit, est un gage de discipline, de transparence pour les investisseurs. La Banque centrale du Congo, qui débitera les comptes généraux du Trésor au moment de chaque échéance de coupons, pourra utiliser ces ressources en cas d'insuffisance des ressources dans les comptes généraux du Trésor. Au cas où nous pourrions avoir des difficultés de ressources sur les comptes généraux du Trésor, la Banque centrale va utiliser les fonds qui seront sur les comptes de réserve des services de la dette. Donc, nous avons pris toutes les mesures pour éviter, parce que dans notre pays, lorsque les acteurs changent, les choses changent. Il faut prendre des engagements qui permettent à ce que les investisseurs soient sécurisés, que les Congos vivent au-delà de nos petites personnes. L'identification des projets. Nous avons identifié 7 projets prioritaires à financer par les fonds mobilisés via les rebonds dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'éducation. Nous allons les présenter. Ici, nous avons également, comme j'ai dit, négocié avec le PNID sur les reporting afin de nous assurer et communiquer à notre population l'utilisation de ces ressources pour que les peuples qui payent et remboursent ces ressources soient informés de l'affectation de ces ressources. Un pipeline des projets stratégiques orientés vers le développement national, l'intégration régionale et la croissance économique. Qu'est-ce que nous allons faire en priorité avec ces ressources? Nous sommes en train de construire un aéroport international d'Ndjili digne de ce nom. Les travaux ont déjà débuté. Pour ceux qui prennent l'avion, vous verrez que sur les tarmacs, de l'autre côté, il y a une nouvelle piste qui est en train d'être creusée. L'aéroport international d'Ndjili va être financé par une partie de ces ressources. Des études de faisabilité complètes ont été déjà réalisées, des études de rentabilité économique. Également, c'est l'entreprise américaine SOM qui a réalisé ces études. C'est aussi pour ça que les investisseurs ont vu le sérieux de l'opération de la RDC. 49 000 mètres carrés, 5 millions de passagers, c'est le nouvel aéroport international d'Ndjili qui vous sera présenté par le VPM de transport Bemba Jean-Pierre. Et donc, j'informe également que le gouvernement, ce qui a attiré l'attention des investisseurs, c'est le fait que le gouvernement lui-même a déjà déboursé sur ces projets 140 millions de dollars. C'est une partie des ressources que nous avons obtenues de nos partenaires. Et le fait d'avoir déjà déboursé 140 millions de dollars a indiqué aux investisseurs et la qualité des études que le gouvernement de la République démocratique du Congo est engagé dans cette direction. Pourquoi l'aéroport international d'Ndjili? Mais c'est parce que nous avons aujourd'hui un aéroport qui peine à avoir 1,5 million de passagers l'année. Nous voulons atteindre 5 millions et constituer ce pays à un grand hub où nous pouvons accueillir des touristes, des passagers et des investisseurs qui peuvent venir pour développer notre pays. Et je vous informe également qu'avant d'aller à l'étape de London, nous avions organisé une visite préliminaire d'investisseurs. Nous avons choisi 3-4 gros investisseurs que nous avons amenés ici, qui ont vu les master plans de l'aéroport d'Ndjili, qui ont vu ce que nous avions promis de faire et qui se sont déplacés pour aller dans les Katanga. Et ont vu à quoi ressemblait une mine du cobalt, une mine de cuivre. On vit qu'il n'y avait pas que des Congolais dans ces mines. On vit que ces sociétés sont cotées également en bourse. Et il n'y avait aucune question de résister à cette opération. Vous avez la RN7, une route stratégique qui relie la République démocratique du Congo à l'Ouganda, qui part de Kisangani à Beni, dont nous allons financer une section et instaurer un péage. Également, les études de faisabilité sont disponibles. Le gouvernement avait déjà déboursé, je crois, 30 millions de dollars sur ces projets. Une petite section a été même déjà asphaltée et il est question de faire une longue section qui part de Kisangani, je crois, jusqu'à Bafasine et d'installer des péages. Et les péages vont générer des ressources qui vont permettre de continuer cette route. Nous avons également proposé la réhabilitation de 300 km de routes stratégiques urbaines pour faciliter la mobilité. Vous avez la rocade nord. Lorsque vous débarquez en Ndjili, un nouvel aéroport va avoir 5 millions de passagers là.
comment vous arrivez au centre-ville. Lorsque vous arrivez à Nairobi, vous avez une route qui vous amène à l'aéroport. Lorsque vous avez au Sénégal, la nouvelle ville là, vous avez un métro qui vous amène. Pourquoi pas en République démocratique du Congo? Donc, des études de faisabilité ont été réalisées par la CGT complète, des études APES, mais également des études détaillées qui vont permettre d'avoir une rocade nord, la première section qui va quitter l'aéroport international d'Ndjili, qui passe les nouvelles rocades pour arriver jusqu'à la première rue limitée. Au moins, les gens pourraient quitter de l'aéroport, venir vers les centres-villes sans passer par les boulevards. Mais il y a aussi un autre projet TRAC qui va consister à la modernisation de l'actuel boulevard de Lumumba en l'agrandissant également pour permettre d'arriver jusqu'à l'aéroport. C'est des projets qui ont des études et disponibles réalisées par la CGT. La grande centrale du Grand Katende. Pour nous, c'est un défi, comme je l'avais annoncé ici, dans l'autre salle. Je vous informe que si la grande centrale Grand Katende qui a été abandonnée, les travaux sont en cours. Pour ceux qui font les tours au Kasaï central, ils savent que Katende est à repris. Et le gouvernement a déjà financé sur Katende, je crois, plus de 150 millions de dollars sur à la fois les lignes de transport, mais également sur les barrages. Il est question d'accélérer les travaux pour qu'en octobre de l'année prochaine, ou plus tard, les 16 MW de consommation soient disponibles avec la ligne de transport pour la ville de Kananga. Comme ça, nous allons vaincre la malédiction des Katende promis qui ne s'est jamais réalisée. Et c'est cela le défi que nous nous sommes assignés. Et je vous garantis qu'avant la fin de l'année prochaine, nous allons avoir nos 16 premiers mégawatts. Et après, il y aura une étude qui va être complétée avec la SNEL, qui va permettre à ce qu'une partie de l'électricité puisse être exportée sur les lignes de haute tension. Cette étude-là est en train d'être complétée afin d'amener l'énergie vers la partie sud. Parce que dans les Kasaï centrales, il y a aussi un autre projet, celui des Mbombo, qui va être mis en œuvre par les mêmes ingénieurs d'Angélique qui sont sur les projets des Katende. Il y a les lignes de transmission que nous allons développer de 330 kVA qui vont